Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal chers amis internautes et bienvenue à cette émission spéciale consacrée au décryptage du discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, un discours prononcé hier mercredi 29 décembre 2021 devant la représentation nationale. Et pour décrypter ce discours du jour, chers amis internautes, je suis en compagnie d'un honorable député qui était présent à l'hémicycle lors de ce speech du président Patrice Talon. J'ai avec moi en plateau Eustache Akpovi. Bonjour à vous. Bonjour. Il est député élu sur la liste du parti politique Bloc républicain. Il est élu de la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Savalou, de Dassa et de Bonté. Il est membre de la Haute Cour de justice. Il est ancien vice-président de l'Assemblée nationale durant la 4e législature. Bonjour à nouveau, Eustache Akpovi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous le discours qui a été prononcé par Patrice Talon hier, dans la forme. Quelle est votre appréciation? Hier, le président de la République, dans son adresse à la représentation nationale, a fait un discours très concis, concret, et qui retrace un peu les grandes réalisations et la vision du chef de l'État pour le Bénin. Pour le Bénin. Alors, vous avez des discours concis, concrets, mais lorsqu'on rentre dans le fond de ce discours-là, certaines personnes estiment qu'il y a des aspects qui n'ont pas été évoqués, notamment la crise politique. Certains estiment que le chef de l'État n'a pas eu un regard compatissant à l'égard, par exemple, des acteurs politiques de l'opposition qui ont été récemment incarcérés. Avec le principe de la séparation des pouvoirs, le président de la République... dans cet exercice qu'il a eu à faire hier, n'a pas l'obligation de se prononcer sur
des décisions de justice. Moi, je ne trouve pas opportun que le président profite de la journée d'hier pour parler de cette question. Alors, le président Patrice Talon a dit une phrase assez forte. Le Bénin va de mieux en mieux. Est-ce que vous, en tant que parlementaire proche des populations de la nouvelle circonscription électorale, est-ce que le constat est le même à votre niveau? Non, mais le Bénin change. Le Bénin est en train de connaître une certaine émergence du point de vue développement. Ce n'est pas sur ces antennes que je vais encore essayer de retracer ou bien de reparler de tout ce que tout le monde voit. Du point de vue développement infrastructurel, le Bénin a beaucoup progressé. Le chef de l'État, l'exécutif, a beaucoup travaillé dans ce sens. Du point de vue macroéconomique aussi, on sent que le Bénin émerge quelque peu. Mais en tenant, vous avez posé la question par rapport, je sais ce que vous êtes en train d'apostropher. Quoi, par exemple, allez-y. Vous voulez parler du palier de la ménagère? Justement, le chef d'État donne des justifications par rapport à cela. Oui, vous savez. Les commentaires autour. Oui, vous savez, aujourd'hui, on remarque que quand bien même le développement est patent en ce qui concerne notre pays, on constate quand même que la situation reste un peu difficile dans les ménages. Ce n'est pas seulement lié aux réformes, ce n'est pas seulement lié aux réformes économiques et sociales enclenchées par l'exécutif, c'est aussi lié à la situation économique internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que la question de la pandémie du coronavirus a secoué toute l'économie internationale. Aujourd'hui, vous allez constater dans les ports de tous les pays africains, même en Europe, qu'il y a beaucoup de difficultés pour que des navires accostent dans ces ports. Les armateurs ont des difficultés à faire acheminer aujourd'hui des conteneurs sur beaucoup de pays, par exemple en Afrique ici. Le coût même d'un conteneur de la Chine ou de la France ou de la Turquie aujourd'hui, c'est pratiquement multiplié par 9-10. Donc tout cela rejaillit sur le coût, tout cela joue sur le pouvoir d'achat du dernier consommateur. Donc lorsque les gens arrivent dans ces conditions à importer, il va de soi qu'ils tiennent compte des nouveaux coûts. Il faut tenir les nouveaux coûts, mais est-ce que il y a d'autres qui parlent pour la plupart du temps de questions de dédouanement, de la cherté du dédouanement au Bénin. Le gouvernement est en train de faire de grands efforts pour faire baisser les choses. Au niveau de la douane aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Il est bien vrai, il revient à l'exécutif de rendre la vie beaucoup plus vivable aux populations béninoises. Le gouvernement est en train de faire des efforts. Je ne suis pas membre du gouvernement, oui, je suis député. Vous êtes député, vous représentez des populations au Parlement. Je représente des populations. Mais est-ce que ces efforts sont perceptibles au niveau des populations elles-mêmes? Est-ce que lorsque vous rentrez à Savalo, lorsque vous rentrez à Banté, est-ce que vous sentez auprès de ces populations-là que les différentes réformes qui sont opérées, tout ce qui a été effectué par Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir en 2016, que les populations véritablement au tréfonds du Bénin ressentent la population ressent, ne serait-ce par exemple, moi je suis élu dans une zone purement agricole. Les populations ressentent qu'il y a eu beaucoup de changements positifs. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup d'efforts qui se font dans le développement de l'agriculture. Qu'est-ce qui fait nourrir les populations dans ma circonscription, par exemple? C'est la production agricole. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui se font pour appuyer ces populations à mieux produire. Et ces populations sont en train de constater que avec ce gouvernement, on peut aller beaucoup plus loin. L'espoir est permis, comme l'a dit le président de la République. L'espoir est permis si nous continuons à progresser dans ce sens. L'économie ne peut pas, une bonne économie, une économie qui tient,
ne peut pas se faire sans une politique agricole digne du nom. Aujourd'hui, on sent que le gouvernement met beaucoup plus l'accent sur la production agricole. Et vous voyez, il y a beaucoup de projets qui sont initiés pour appuyer ce secteur-là, qui est un secteur vecteur d'une certaine performance économique. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez justifié, expliqué peut-être à votre manière cette volonté du chef de l'État à expliquer un peu la hausse des denrées de première nécessité. Mais ce discours, lorsqu'on le prend, globalement, il est axé sur deux pans. Le volet sécuritaire et le volet social. Et le volet sécuritaire sanitaire également. Oui. Alors, lorsque nous parlons sur le plan de la sécurité des populations, dans le septentrion, il y a la menace djihadiste qui est à nos portes, qui sévit. Nous avons perdu des vaillants soldats qui sont tombés. Vous, en tant que parlementaire, est-ce que les mots à travers lesquels le chef d'État s'est exprimé sont à la hauteur de l'enjeu qui concourt actuellement? Oui, mais vous savez, le domaine de la sécurité est un domaine qu'on ne publie pas souvent, c'est un domaine qu'on n'expose pas. Le chef de l'État ne peut pas venir à la télé, ne peut pas dans un discours parler de tout ce qui est fait du point de vue sécuritaire pour contrer cette avancée des djihadistes vers notre pays. Donc, vous ne devez pas vous attendre à ce que le chef de l'État fasse des détails sur l'arsenal militaire qui existe ou bien ce qui doit être ajouté, ce qui est en train d'être fait. Il a tout simplement rassuré que des dispositions sont prises pour que le Bénin, du point de vue équipement militaire, soit à même de contrer ces percées djihadistes sur notre territoire. Sur notre territoire. Voilà. Et par rapport à la crise sanitaire contre la Covid-19, est-ce que là, le chef d'État a comblé vos attentes? Non, mais vous savez, je voudrais même, à partir de cette question, je vais féliciter un peu le gouvernement parce que nous avons vu ce que cette pandémie a fait dans beaucoup d'autres pays africains du point de vue économique. Notre économie n'a pas pu être déboussolée. Ça veut dire que ça là, c'est à l'actif du gouvernement. Ça veut dire que ce gouvernement, cet exécutif, a fait un bon travail en ce qui concerne les stratégies pour la maîtrise de la situation liée à la pandémie du coronavirus. Donc, selon moi, là aussi, le président n'est pas... Vous savez, d'ailleurs, un président qui ne parle pas beaucoup, il n'a pas besoin de faire assez de détails sur certains problèmes. Il revient, nous constatons que dans chaque secteur, il y a des ministres qui interviennent. Dans chaque secteur, le ministre concerné intervient toujours pour expliquer toutes les situations qui prévalent dans... Chaque ministre explique les situations qui prévalent dans son ministère. Donc, il n'est pas... je trouve qu'on ne peut pas incriminer le président aujourd'hui tout simplement parce qu'il n'a pas fait de détails secteur par secteur. Là, lorsqu'il est arrivé, il a dit « je ferai un discours qui ne va pas dépasser 10 minutes ». Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas la peine de venir faire l'étalage de tout ce qu'on a fait du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, jusqu'au 30 ou 29 décembre, alors que nous sommes tous dans le pays, nous sommes en train de voir, nous voyons, nous écoutons. Nous voyons, nous écoutons. Alors, Patrice Talon, comme je disais en termes de cette émission, était attendu beaucoup plus sur le plan politique. C'est vrai qu'il a effectué une déclaration assez forte lors de ce discours. Il dit qu'il est là pour son second mandat et non pour le deuxième mandat, c'est-à-dire le premier discours du second mandat et non du deuxième. Il a précisé cela. Vous, quelle, j'allais dire, interprétation vous faites de cette syntaxe? Non, mais vous savez, la politique est un domaine où il y a beaucoup de commentaires, de supputations. Parce que le président a eu à parler lors du premier mandat
que nous allons aviser. Aujourd'hui, il a eu le second mandat. Les gens estiment qu'il peut encore parler d'un troisième mandat, qu'il peut trouver des astuces pour se présenter à nouveau. Il y a même des soutiens qui appellent même déjà. Il y avait déjà des supputations par rapport à ça. Des gens en parlent par-ci, par-là. Dans des chapelles politiques, les gens en font même des questions essentielles. Mais il a voulu rassurer les populations, il a voulu rassurer les gens en disant que lui, il est en train de faire le premier discours de son second mandat et non le deuxième. Parce que lorsqu'on parlera de deuxième mandat, on finira par aller au troisième mandat, voire quatrième mandat. Donc, moi je trouve que c'est un moyen beaucoup plus intelligent de démontrer à toute la population béninoise et en particulier aux acteurs politiques béninois que lui, il ne viendra pas demander à réviser la Constitution pour faire un troisième mandat. Mais si cela arriverait, si un de vos collègues députés prend l'initiative de vouloir quand même forcer la main à Patrice Talon, est-ce que vous serez partisan de Non, mais vous savez, Patrice Talon n'est pas quelqu'un à qui on force la main. Demandez, si vous avez la chance de rencontrer ces ministres, demandez-leur si on peut forcer la main au président Patrice Talon. C'est un homme de caractère. Je ne crois pas que quelqu'un puisse lui forcer la main. Patrice Talon est toujours dans une vision et je ne pense pas que quelqu'un pourra avoir la capacité managériale de lui forcer la main à changer sa vision. À changer sa vision. Alors, Sacha Kovi, nous tendons progressivement vers la fin de cet entretien, mais je m'en voudrais de conclure cet entretien, sans quand vous interroger sur des questions d'actualité qui, quand même, ont fait l'objet de beaucoup de commentaires de part et d'autre et sur lesquels le président Patrice Talon a été attendu. Je parlais tantôt à l'entame de cette émission de Joël Aïvo et de Ricky Amadougou. Vous, en tant que parlementaire, comment avez-vous reçu tout le débat, tous les débats autour de cette affaire? On a évoqué une somme de 70 millions. Quelle est votre appréciation de tout ceci? Non, mais je pense que nous sommes en politique et chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable des actes politiques qu'il pose. Moi, je pense que je suis mouvancier, j'ai agi lors de ces moments-là au profit de la mouvance. Je n'ai pas cherché à... Donc vous n'étiez pas Lomé? Non, je ne peux même pas y aller. Moi, je suis un soutien indécrottable du président Patrice Talon. Donc, je ne peux même pas... D'abord, tout le monde sait même que, même si quelqu'un vient me donner 1 milliard, je peux prendre, hein, mais je ne ferai pas. Je ne ferai pas parce que c'est une affaire de conviction politique. Nous avons amené ce président, que nous restions derrière lui pour l'appuyer, pour que sa vision se concrétise davantage pour ce pays. Ce n'est pas la peine de regarder les problèmes personnels pour aller négocier avec le diable et chercher à participer à la déstabilisation politique, économique et sociale de ce pays. Moi, je ne connais pas ceux qui sont allés véritablement au Togo, mais comme vous, j'ai eu les informations. Les rumeurs ont beaucoup parlé. Je pense que chacun, au moment opportun, chacun sera responsable devant l'histoire. Et les responsabilités sont en train d'être situées au moment opportun. En tout cas, seuls ceux qui ceux qui ont été indexés ont une certaine idée de la vérité. Nous n'avons que des informations éparses sur la question. Mais est-ce que vous n'êtes pas arrivé en tant que parlementaire de vous rapprocher des collègues pour quand même essayer de glaner des informations ça et là? Non, mais même quand vous parlez, est-ce que les gens sont... les gens ont l'obligation de vous dire la vérité? Non. Ils ne nous disent pas la vérité. Bon, mais ce n'est pas une préoccupation, les élections sont terminées. Je trouve que ce n'est plus une préoccupation majeure pour moi. Donc moi, je ne perds pas mon temps à poser des questions par rapport à cette situation à des collègues.
Parce que je sais a priori que c'est une situation un peu délicate et que les gens ne seront pas appelés à dire la vérité, certaines vérités. Certaines vérités. Mais que pensez-vous aujourd'hui de cette condamnation de Aïvo et de Madegou? Ce sont des cadres de ce pays. Et naturellement, je ne suis pas ici pour me prononcer sur ce sujet, des décisions de justice, mais je trouve que c'est des cadres de ce pays et leur condamnation, ça fait mal. Mais nous sommes dans une république où des déviances, lorsqu'il y en a, doivent être punis. S'il y a des déviances dans la République, la loi doit être appliquée. Maintenant, au vu de la situation, il reviendra seulement au chef de l'État si demain il estime qu'il peut intervenir pour adoucir un peu les choses par rapport à ces deux leaders, ces deux acteurs de l'opposition. Bon, il lui reviendra à lui de voir si, dans la mesure du possible, si il pourra essayer de les aider par une loi. Pas une loi d'amnistie, parce que même si quelle que soit l'initiative, si le chef de l'État, parce que c'est lui seul qui a la plénitude, c'est lui seul qui a l'entièreté des informations capitales liées à cette situation. La justice a eu certaines informations, mais le président de la République, le premier magistrat, a plus d'informations sur la situation. La gravité, c'est lui qui maîtrise beaucoup plus la gravité de cette situation. Nous avons vu que c'est une situation grave, mais il mesure plus les enjeux. Tout n'est pas dissible, donc les gens n'ont pas tout dit. On nous a certainement livré que ce que nous pouvons entendre. Peut-être que c'est aller au-delà. Peut-être que c'est aller au-delà. Alors, Patrice Talon, à l'entame de son second quinquennat, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous l'avez soutenu depuis 2016. Quelle serait votre contribution pour la réussite de ce second quinquennat? Ma contribution, nous contribuons déjà parce Patrice que Talon nous a dit accompagnons. qu'il fera 3 fois plus. Nous accompagnons le chef d'État dans sa vision. Toute question relative au développement qui viendra à l'Assemblée. Lorsque nous allons analyser, nous allons voir que l'enjeu est de taille pour le développement du pays. Nous avons l'obligation de soutenir. Donc, rassurez-vous que notre soutien à la vision du chef de l'État sera sans faille. Votre soutien sera sans faille. Oui. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce petit entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra. Vous allez adresser quand même un mot à tous ceux qui ont toujours eu de la compassion, un regard admiratif à l'égard de Essa Jacobi. Quand même, vous étiez très jeune quand vous étiez deuxième vice-président du Parlement béninois. Oui. C'est quand même une grâce d'avoir occupé cette fonction-là aujourd'hui. Vous êtes toujours à l'Assemblée nationale. Ceux qui vous admirent, vous allez les regarder dans la caméra, leur adresser un message d'espoir et également un message qui va les convaincre de votre engagement aux côtés du président Patrice Talon. Non, mais je profite de votre micro pour demander à ceux qui croient en moi, ceux qui m'estiment, ceux qui croient en moi, je voudrais leur demander de faire de même en soutenant les actions du chef de l'État, tout simplement parce que ce pays a besoin d'un homme de rigueur, d'un homme d'ambition, d'un homme de vision. Si demain, nous voulons égaler certains pays, déjà dans la sous-région ouest africaine, nous avons l'obligation de croire davantage en ce président et de le soutenir dans tout ce qu'il fait. Voilà. Merci
à vous, Eustache Apovi, chers amis internautes. On retiendra entre autres de ce bref entretien que notre invité à l'entame de son speech décryptant le discours du président Patrice Talon a dit que c'est un discours court, concis et concret. Il a évoqué notamment au sujet des craintes ou des attentes des uns des autres par rapport au fait que le chef de l'État devait évoquer les dossiers à Ivo et Madougou dans son discours sur l'état à la nation. Il a estimé qu'il y a le principe de séparation de pouvoir qui a été respecté par le chef de l'État et qui n'appartient pas au président de la République de se prononcer ou de commenter des décisions de justice. Selon Eustache Apovi, le Bénin change et connaît une émergence. Le Bénin a beaucoup progressé et il a argumenté dans ce sens. Il a expliqué et exposé au cours de cet entretien les raisons de la hausse des denrées de première nécessité. Pour lui, le gouvernement fait de grands efforts dans le domaine de la douane et cela est à saluer et se justifie à travers les différentes performances observées du côté de la douane béninoise. Il a fait savoir que les populations ressentent les changements effectués. Il parle des populations dans le Bénin profond. Il a fait savoir également que des efforts sont déployés de part et d'autre par l'exécutif pour appuyer les populations, notamment dans l'agriculture, afin que davantage le secteur agricole soit plus performant. Il a fait savoir que tout ce qui concerne la sécurité, lorsqu'il a été interrogé sur les propos tenus par le chef de l'État Patrice Talon, notamment sur les attaques djihadistes perpétrées dans la partie septentrionale du Bénin, il a fait savoir que tout ce qui a rapport avec la sécurité est névralgique et donc on n'en parle pas beaucoup et donc on traite le sujet avec tact et précaution. Pour lui, Patrice Talon a rassuré des dispositions prises pour lutter contre le djihadisme et il en reste confiant. Il a félicité le gouvernement pour les différentes stratégies mises en place pour atténuer les effets socio-économiques de la Covid-19 et il encourage le gouvernement à poursuivre cette lancée car cette pandémie a quand même secoué et déstabilisé des économies plus solides que celles du Bénin avant son avènement. Pour lui, Patrice Talon a rassuré qu'il part en 2026 lorsqu'il a évoqué qu'il était là pour le premier discours de son second quinquennat et non de son deuxième quinquennat. Et donc pour Eustache Apovi, la polémique, elle est finie. Patrice Talon est en train de faire son second mandat et donc en 2026, il partira du pouvoir. Il a fait savoir également que Patrice Talon est un homme à qui on ne force pas la main et il a également illustré dans ce sens en argumentant. Il a fait savoir que lorsque je l'ai interrogé sur cette affaire des déclarations qui ont été effectuées par Ricky Madougou à la barre, notamment des députés qui sont allés prendre de l'argent et autres, il a dit que nous sommes en politique et chacun est responsable de ses actes, notamment les actes politiques qu'il pose. Il a fait savoir qu'il n'a pas été allumé, qu'il est un soutien indécrottable du président Patrice Talon. Il ne faut pas regarder les problèmes personnels et contribuer à la déstabilisation sociale, politique et économique du pays, a-t-il lancé au cours de cette émission. Il a fait savoir, entre autres, dans ses propos, que les responsabilités sont en train d'être situées. Il a fait savoir que leur condamnation, notamment Joël Aïvo et Ricky Madougou, fait mal, mais nous sommes dans une république, un état de droit, et s'il y a des déviances, elles doivent être punies. Il a fini en précisant et en martelant qu'il reste un soutien sans faille au président Patrice Talon. J'espère que j'ai résumé entre autres vos propos. Merci à vous, Eustache Apovi. Je rappelle que vous êtes député au Parlement béninois. Vous êtes élu du parti politique Bloc républicain dans la 9e circonscription électorale qui comprend les communes de Saint-Valo, Dassa et Bantais. Vous êtes membre de la Haute Cour de justice. Vous êtes ancien 2e vice-président du Parlement béninois durant la 4e législature. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être parti sur ESAE TV, notamment pour cette émission spéciale. Merci à vous, chers amis internautes, de nous avoir préférés pour vous informer. Merci également d'avoir cliqué pour suivre cette émission. Portez-vous bien et à très bientôt. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.